Durant l'hiver 1889, Saint-Véran-des-Glaces, village niché dans les Alpes françaises, était surnommé le congélateur de Provence, un lieu où le froid arrivait avant les nouvelles et repartait après les espoirs. Des maisons basses en pierre, de lourds toits d'ardoise et un silence que seul le vent savait percer. Là-bas, chacun suivait le même rituel depuis des générations. Avant l'hiver, pommes de terre séchées à la cave, haricots conservés dans des sacs de lin, quelques poules à l'abri du vent, et du sel, autant qu'on pouvait se le permettre. Rien de plus, rien de différent. C'est ainsi que les gens ont survécu. Mais Étienne Moreau faisait les choses différemment. Tandis que d'autres récoltaient, stockaient et fermaient en boutique, Étienne passait des semaines à empiler de la viande dehors, sur le versant le plus élevé du village. Des morceaux qui se chevauchaient, des gigots, des côtes, des filets entiers, même un cochon entier, suspendu par des crochets de fer de fortune, une structure irrégulière, presque verticale, une tour grotesque de viande salée, séchant sous le vent glacial de la montagne. « Ça va pourrir avant l'avant », murmurèrent-ils. « Les loups vont le sentir. » Cet homme a perdu la raison. La tour était étrange. L'odeur était agressive, et le vrai froid n'était même pas encore arrivé. Mais lorsque le vent a tourné et que les premières neiges sont arrivées des semaines plus tôt que prévu, Saint-Véran s'est rendu compte trop tard. Personne n'était préparé, sauf lui. C'était un village trop petit pour les secrets. À Saint-Véran, tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Et toute déviation par rapport aux coutumes devenait un sujet de conversation incontournable à table. Cette année-là, les préparatifs commencèrent tôt. Les hommes montèrent dans les forêts pour ramasser du bois de chauffage, les femmes suspendirent des herbes séchées aux fenêtres, et les enfants aidèrent à piler les pommes de terre dans des mortiers en pierre. Étienne ne participait pas. Il habitait la partie la plus élevée du village, là où le vent soufflait le premier et où le soleil se couchait le plus tôt. Sa maison, bancale mais solide, était de sa propre main, pierre sur pierre. Vivant seul depuis la mort de sa femme, il parlait peu, et encore moins par la suite. Ils n'ont pas dit qu'il était mauvais, ils ont dit qu'il était déplacé. Il travaillait toujours dans le noir, avant l'aube. Après que tout le monde se soit endormi, il ne demandait jamais d'aide. Il n'expliquait jamais rien. Durant la première semaine de novembre, l'odeur montait le long de la colline. Graisse salée, viande crue effleurée par le vent sec de la montagne. Des curieux commencèrent à grimper. Ils trouvèrent Étienne en train d'ajuster des crochets sur une structure en bois renforcé. Des cordes épaisses, du gros sel, des toiles sombres qui ondulaient et une légère fumée qui s'échappait de derrière. Ce n'était ni une grange, ni un fumoir traditionnel. C'était quelque chose entre une tour et une croix. Une femme a chuchoté « Ce n'est pas une façon de conserver les aliments ». Un vieil homme a ri « C'est inviter la mort à dîner ». C'est de là que vient ce surnom, à la tour de viande. Personne ne comprenait ce qu'il faisait, pas même les plus anciens habitants, qui avaient déjà survécu à des hivers, qui avaient décimé des troupeaux entiers. C'est peut-être pour cela qu'il se moquait tant de lui, et Étienne ne répondit pas. Cela continua, dans le froid, dans l'obscurité, dans le silence. Deux jeunes hommes ont juré l'avoir vu debout, la nuit, fixant la tour du regard, comme s'ils conversaient avec elle. Ils ont dit qu'il observait la graisse qui dégoulinait sur le sol gelé. Vrai ou non, une chose était certaine. Il n'a pas fait de réserve de bois de chauffage. Il ne stockait pas de haricots. Je n'ai rien planté. Il ne s'occupait que de la tour. L'une des dames âgées a commenté « Le vent va tourner. Que fera-t-il quand tout cela gèlera ?» Étienne a entendu. Il était tout près. Il n'a pas répondu. Elle a simplement tourné le dos et ajusté les crochets. Il ne le savait pas encore, mais, des semaines plus tard, des mains violettes frapperaient contre cette même structure, en réclamant un morceau. Durant la 3e semaine de novembre, le ciel changea. Les nuages cessèrent de dériver. Ils se mirent à planer, denses et lourds, comme si l'hiver attendait la permission de s'installer enfin. Le village s'activa. Plus de bois de chauffage, plus de sel, plus de hâte. Étienne fit le contraire. Il commença à découper la viande en tranches plus fines et plus longues. Les filets s'ouvraient comme des planches, suspendus côte à côte, formant presque un mur de muscles et de graisse durcie. « Il croit vraiment que ça va durer jusqu'en mars ?» ont-ils demandé en riant. Dans le contexte climatique qui s'annonçait, suspendre la viande signifiait perte, gaspillage, folie. Mais il procéda avec méticulosité. À l'aube, il retournait chaque pièce. Il enlevait le sel à main nue. Il maîtrisait le vent avec des tissus.
Il ajustait la structure comme s'il s'agissait d'une machine vivante. Un jeune homme, Lucien, le gendre du forgeron, monta à l'étage et demanda « Pourquoi ne gardez-vous rien à l'intérieur de la maison? Vous perdrez tout à la première tempête de neige. » Étienne le fixa du regard. Trop long. Il n'a pas répondu. Il fit simplement un vague geste en direction de la tour. Lucien descendit en grommelant. C'est comme parler à un mur de pierre. Les blagues se répandent. Dans l'entrepôt, sur le chemin de la chapelle, autour des feux de camp. La tour s'est agrandie, et avec cela, l'inconfort. Car ce n'était pas seulement de l'excentricité, c'était de la conviction, du calme, l'impression troublante qu'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Mais il y a eu une erreur, un détail. Et il demandait un prix élevé. Durant la dernière semaine de novembre, le froid est arrivé comme un coup de massue. Il n'a pas progressé graduellement, mais s'est abattu comme un mur d'air glacial. Les toits ont gelé, les sentiers sont devenus impraticables et les animaux se sont agités. Cela semblait encore contrôlable. Mais tout le monde le savait. Ce n'était que le début. Sur le flanc de la colline, avant l'aube, Étienne contemplait la tour, blanche. Une fine couche de cristal recouvrait chaque hameçon, chaque morceau de viande. Il passa ses doigts sur la graisse durcie. Il gratta la glace avec ses ongles. Puis, à la base, il alluma le petit feu dissimulé sous la structure, un feu lent, contenu, alimenté par du petit bois et du charbon de bois enfoui dans les cendres, comme s'il avait pressenti ce moment précis. Deux frères observaient à distance. La viande est ferme, mais il est plein de glace. Il va pourrir en fondant. Ce matin-là, Étienne en préleva tout de même un morceau. Il l'emporta chez lui et le fit rôtir lentement sur un grill en pierre. L'odeur s'est répandue, dense, chaud, entre bois brûlé et graisse scellée. Il mangea en silence, sans sourire, sans célébrer. C'était le test, et la chair avait résisté. Dans le village, la nouvelle se répandit à voix basse. Il mangea dans la tour. Certains ont qualifié cela de folie, d'autres sont restés silencieux. Car tout le monde le savait, si cela fonctionnait, cela changerait tout. L'erreur, la congélation prématurée, avait été prévue par lui. Mais la plus grosse erreur restait à venir, et pas depuis la tour. Cela viendrait de l'intérieur. Étienne ne s'est pas plainte. Il démantela la partie endommagée de la tour avant l'aube. À main nue, il creusa un trou dans la terre dure et gelée, la brisant comme s'il luttait contre de la pierre vivante. Il enfouit les débris condamnés, recouvrant le tout de gros sel et de terre compactée. Ses mains tremblaient, pas à cause du froid. Contrôle. La perte en elle-même n'était pas le problème. Le problème résidait dans ce que cela signifiait. Si la chaleur devait remonter, la tour entière pourrait s'effondrer. Cette nuit-là, Étienne ne dormit pas. Il entretenait le feu sous la structure avec une attention plus soutenue que jamais, par cycles courts, alternant charbon de bois et pierres humides, créant un équilibre fragile entre glace et fumée, vie et décomposition. Et c'est cette même nuit que quelque chose d'encore pire s'est produit. Vers 2 heures du matin, il entendit un bruit sec, un jeu d'enfant, puis le silence. Il sortit, les yeux brûlants de fatigue, et aperçut la structure penchée. Un des troncs de la base, pourri à l'intérieur, s'était effondré. La tour risquait de s'effondrer. Il accourut. Il s'empara de cordes, de piquets, arracha des lattes de sa propre clôture. Les mains écorchées par le gel et les ongles noircis, il noua la base, renforça les crochets et souleva chaque élément comme si le froid n'était qu'un poids de plus sur ses épaules. Alors que le ciel commençait à se dégager, il réalisa qu'il n'était pas seul. Au sommet du sentier, une jeune fille observait, fille d'une des veuves du village, une des rares enfants qui osaient encore jouer dans le froid. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda-t-il, la voix brisée par le vent. Étienne s'arrêta. Il la regarda. Il hocha la tête. Elle resta là quelques secondes, indécise entre descendre ou courir. Puis, il a disparu au détour du sentier. Le lendemain matin, la mère de la jeune fille a frappé à la porte. Un visage pâle, des yeux cernés. Elle a de la fièvre. Elle a dit qu'elle est restée là à vous regarder. Son état s'aggrave. Étienne ne répondit pas. Il entra. Il coupa 2 petits morceaux dans la partie la plus intérieure de la tour. Il les enveloppa dans des feuilles sèches. Il prit une petite bouteille contenant de la graisse chaude et du sel. Il a tenu parole. La femme pleurait. Il n'a rien demandé de plus. Il n'a pas dit merci. Il a disparu rapidement, ne laissant que de faibles empreintes dans la neige. Fin décembre, la neige a cessé de tomber en flocons. Maintenant, tout s'écroulait. Les anciens disaient
qu'un hiver pareil n'arrivait qu'une fois, dans une vie. Mais personne ne se souvenait de la dernière fois. Les fenêtres gelaient de l'intérieur. L'eau durcissait avant même de bouillir. Les animaux hurlaient la nuit, même enfermés. Saint-Véran entra en silence. Plus personne ne sortait. Le village a rétréci. Mais là-haut, sur le flanc de la colline, la tour était toujours debout. Étienne consolida la base avec des pierres et de la boue durcie. Il recouvrit le tout d'épais chiffons imbibés de graisse, maintenus en place par des bâtons. À l'intérieur, le feu continuait de brûler. Minimal, invisible, précis. La tour semblait respirer. 2 jours après les fortes chutes de neige, les pénuries ont commencé. D'abord la nourriture, ensuite du sel, puis un silence trop pesant. Les murmures revinrent. Il a encore de la viande là-haut. Personne ne l'a dit à voix haute. Mais leurs yeux disaient tout. Une nuit, 2 jeunes hommes tentèrent de grimper sans être vus. Arrivés près de la tour, ils aperçurent le toit, le feu allumé, et Étienne, assis dos à eux, penché en avant, attisant les braises. Ils ne se sont pas approchés. Ils sont descendus plus vite qu'ils ne sont montés. La vérité était simple et cruelle. La pénurie était bel et bien là. Les gens étaient malades. Les vivres commençaient à manquer. Et un seul homme semblait ne rien ressentir. Le lendemain, la veuve est revenue. La fille allait mieux. Elle mangeait. Elle dormait. Elle n'a rien demandé. Elle restait là, dans le froid, tenant un pot vide. Aucun geste. Aucun mot. Étienne regarda. Il entra. Il rapporta un petit morceau sec et ferme. Il le mit dans la poêle. La femme descendit en silence. Quelqu'un l'a vu, et la maladie s'est propagée. Cette semaine-là, il a reçu 3 visiteurs. Pas de demande directe. Juste des regards. Juste des pas traînants. Il aidait. Toujours suffisant pour une journée. Jamais assez pour paraître abondant. Et c'est dans ce contraste que le village commença à comprendre. Il n'a pas fait ça par ego. Même pas par folie. Même pas pour prouver quoi que ce soit. Il l'a fait parce qu'il savait que l'hiver arriverait tôt. Et le pire était à venir. Mais le froid n'était pas encore terminé. Le matin du 4 janvier fut le plus froid depuis des décennies. Le thermomètre de l'école, le seul encore en état de marche, afficha une température inférieure à 10 degrés. Ils n'avaient même pas besoin de numéro. L'air leur brûlait les poumons. Même le silence crépitait. Étienne se réveilla en entendant 3 coups à la porte. Faible, rare. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle vit Lucien, le même qui s'était moqué de la tour. Il était maintenant courbé en 2. Ses mains étaient enveloppées dans des linges trempés. Ses yeux étaient cernés. Mon fils a de la fièvre. Et nous n'avons rien d'autre. Sans justification, pas de fierté. Le froid avait déjà emporté tout ce qui était superflu. Étienne ne répondit pas. Il rentra. Il coupa un morceau de viande très foncé, affiné pendant plus de 2 mois. Il l'enveloppa dans un linge sec et le tendit. Lucien le tenait à 2 mains. Il resta là, immobile. « Ne laissez pas trop bouillir », dit Étienne avant de fermer la porte. D'autres sont arrivés le même jour, peau vide, yeux rouges, et il a tenu parole, sans accuser personne. Je ne me souviens pas. Aucune négociation. Pic émotionnel silencieux. La tour a perdu son surnom. Plus personne ne disait « tour de viande ». Il ne restait plus que « la tour ». Les enfants l'appelaient « un lieu ». « Avez-vous déjà été à la tour ?» Ma mère est revenue de la tour en sentant bon. Et Étienne continua comme avant. Crochet de retournement. Entretenir le feu. Comme si le froid était encore pire que tout ça. Ceux qui riaient, maintenant, tout dépendait d'eux. Quand février arriva, l'hiver s'estompa lentement, comme un animal blessé. Les sentiers réapparurent. Les enfants revinrent à la lumière. Mais personne n'a fêté ça. 4 personnes sont mortes. 2 dans leur sommeil. 2 d'épuisement. La fin est silencieuse. Étienne n'est pas allé aux funérailles. Il démantelait ce qui restait de la tour. Il enfouissait les ossements sous du sel et de la terre. La veuve a tenté de le remercier. Il n'a pas ouvert la porte. Lucien avait amené son fils. Ils avaient essayé de laisser du pain et du lait. Il n'a pas compris. Au cours de la 3e semaine, ils ont commencé à copier la structure. 1, 2, 5 maisons. Quelqu'un a dit « Nous devrions lui demander comment il a fait ». Personne n'a eu le courage, car parler à Étienne exigeait désormais le même respect que celui qu'on a pour quelque chose de plus grand que ce que l'on comprend. Il a accompli à lui seul ce dont il se moquait, et quand ils ont eu besoin de lui, il a répondu présent, non pas par pardon, même pas par vengeance, mais parce que je savais, l'hiver ne prend pas parti. Et quand le prochain arrivera, car il arrive toujours, il y aura des tours dans le village. Mais personne n'oubliera lequel était le premier.
Certaines idées semblent folles, jusqu'à ce que le silence prouve le contraire. À Saint-Véran, plus personne ne riait de la tour, et Étienne n'eut jamais besoin de dire un mot, car le temps fait ce que les cris ne peuvent pas, il le montre, et quand le froid reviendra, comme il le fait toujours, quelqu'un se souviendra de cet homme discret, de cette étrange structure, et la viande qui a survécu quand rien d'autre n'a survécu. Si cette histoire vous a touché, restez, d'autres suivront, silencieux, réels, aimez, abonnez-vous, et dites-moi dans les commentaires dans quelle ville vous vivez l'hiver.